On se pose souvent la question, est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le leadership, ça se construit. C'est un peu comme un jeu de construction en fait. Et aujourd'hui, on va justement regarder ensemble comment assembler les briques, choisir les bons outils. Bref, on va décortiquer le plan pour bâtir un leadership qui tient la route. Alors pour commencer, revenons à la base de la base. Le leadership, c'est quoi au fond? C'est la capacité d'influencer un groupe pour atteindre des objectifs communs. Et attention, les mots sont importants ici. On parle bien d'influencer, pas de commander, de guider, pas d'imposer. C'est vraiment cette idée de créer une dynamique collective. Voilà le socle sur lequel on va tout construire. Et ça, cette citation, elle met le doigt sur un truc absolument essentiel. Diriger sans vision, c'est comme partir en mer sans boussole. L'image est forte, mais tellement vraie. On peut avoir le meilleur équipage du monde. Si personne ne sait où l'on va, eh bien on va juste tourner en rond. Cette vision, c'est le cap. C'est ce qui donne une direction et surtout un sens à tout ce qu'on fait ensemble. Ok, maintenant qu'on a le cap, il faut les bons outils pour y arriver. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qui a un seul marteau et qui voit tous les problèmes comme des clous. Non, non. C'est plutôt un artisan avec une boîte à outils bien remplie qui sait exactement quand sortir la scie, le tournevis ou le niveau à bulles. Prenons deux des outils les plus fondamentaux de cette boîte. D'un côté, on a le style qu'on appelle transformationnel. Là, on est dans l'inspiration, la grande vision. L'idée, c'est de pousser tout le monde à voir plus loin, à innover. C'est le style parfait pour transformer les choses. Et de l'autre côté, le transactionnel. Là, c'est beaucoup plus carré. On fixe des objectifs clairs, on met en place des processus, on récompense la performance. C'est l'outil indispensable pour que la machine tourne bien au jour le jour. Un autre grand axe, c'est la prise de décision. Est-ce qu'on décide ensemble ou est-ce qu'une seule personne tranche? Avec le style participatif, on joue la carte de l'intelligence collective, on implique l'équipe, et ça c'est génial pour l'engagement. À l'opposé, on a le style autoritaire. C'est directif, ça vient d'en haut. Ça peut paraître un peu brutal, mais en pleine crise, quand il faut décider en 30 secondes, ça peut sauver la mise. Le risque, bien sûr, c'est que si on l'utilise tout le temps, ça finit par démotiver tout le monde. Et pour finir de remplir notre boîte à outils, on peut ajouter deux styles un peu différents. D'abord, le délégatif ou laisser faire. Là, l'idée, c'est de faire confiance à fond. C'est parfait quand on a une équipe de pros qui savent ce qu'ils font. Et puis, il y a le leader-serviteur. Ça, c'est une philosophie assez puissante. Le leader n'est pas au sommet de la pyramide, mais à sa base. Son job, c'est d'aider son équipe à réussir, à grandir. Forcément, ça crée une loyauté incroyable. Bon, on a vu plein d'outils, mais la vraie question, c'est lequel est le meilleur? Et la réponse, c'est aucun. Ou plutôt, ils sont tous bons. Le secret du leadership efficace, c'est justement de ne pas en choisir un seul. C'est de savoir jongler, d'être capable d'analyser une situation, de sentir ce dont l'équipe a besoin à un instant T et de sortir le bon outil de sa boîte. C'est ça, le leadership situationnel. Ok, donc on a une super boîte à outils, c'est bien, mais avoir les meilleurs outils du monde ne sert à rien si on ne sait pas s'en servir. C'est là qu'interviennent les compétences personnelles. On peut voir ça comme le mode d'emploi de notre boîte à outils. C'est le savoir-faire et le savoir-être qui vont faire toute la différence. Et ces compétences, on peut les regrouper en 5 grands piliers. La communication efficace, l'intelligence émotionnelle, la vision stratégique, la capacité à motiver et enfin la gestion du changement. En fait, tout est lié. On a une vision, on la communique clairement. On utilise son intelligence émotionnelle pour comprendre et connecter avec l'équipe, ce qui permet de la motiver, surtout quand il faut traverser des périodes de gros changements. Et justement, en parlant de changement, il y a une de ces compétences qui est en train de devenir la compétence numéro 1, c'est la gestion du changement. Avant, c'était un peu un plus. Aujourd'hui, dans un monde qui bouge aussi vite, c'est devenu non négociable. Le rôle du leader a changé. Ce n'est plus seulement de gérer ce qui existe, c'est de piloter la transformation vers ce qui va exister. Bon, on a vu les briques, les outils, le plan, c'est bien beau tout ça. Mais il faut aussi parler de ce qui peut créer des fissures dans les murs, voire carrément tout faire s'écrouler. Connaître les erreurs classiques, c'est la meilleure façon de ne pas tomber dedans. Et voilà, les 5 grands classiques. En fait, si on regarde bien, c'est exactement l'inverse des compétences essentielles dont on vient de parler. Un manque de vision, une communication qui ne passe pas, la peur du changement, c'est le trio perdant. Et on peut y ajouter 2 autres poisons. Le micromanagement, cette manie de vouloir tout contrôler dans les moindres détails, et le fait d'oublier de développer les talents de son équipe. Des erreurs qui coûtent très, très cher à la fin.
Pour sortir de ces pièges, il y a un exemple que je trouve génial, c'est celui de Satya Nadella chez Microsoft. Quand il a pris les rênes, il a impulsé un changement de culture radical. Il a dit, en gros, on doit arrêter d'être une boîte de je sais tout pour devenir une boîte de j'apprends tout. Passer de la certitude à la curiosité. C'est un changement de posture énorme et c'est exactement l'état d'esprit qu'il faut pour ne pas rester bloqué et avancer. Ok, tout ça, c'est la théorie. Mais concrètement, on fait comment pour devenir un meilleur leader? Comment on s'y prend? C'est la dernière étape de notre parcours, une sorte de feuille de route avec des pistes très concrètes pour progresser. En fait, il n'y a pas une seule méthode magique, c'est un cocktail. Bien sûr, il y a la formation classique et surtout la pratique au quotidien. C'est la base. Mais pour vraiment accélérer, il y a le mentorat, le coaching, et puis il y a l'ingrédient secret, le plus important peut-être, le feedback. Demander des retours, s'auto-évaluer, c'est ce qui permet de s'ajuster et de progresser en permanence. Et quand on parle de mentorat, ce n'est pas juste une idée sympa en l'air. Regardez ce chiffre. 20% de chances en plus d'être promu. C'est énorme. Ça montre bien que d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui guide, qui conseille, ça a un impact direct et très concret sur une carrière. Même chose pour le coaching. On pourrait croire que c'est une dépense, mais en fait, c'est un investissement. Et un qui rapporte. Le retour sur investissement moyen est de 6 pour 1. Pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère 6 en moyenne. C'est la preuve que ça marche, que ça a un impact mesurable. Finalement, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que le leadership, ce n'est pas un statut. Ce n'est pas un titre sur une carte de visite. C'est une pratique, c'est un muscle, et comme n'importe quel muscle, il faut l'entraîner tous les jours pour qu'il se développe. La question n'est donc pas de savoir si on est un leader ou pas. La vraie question c'est, qu'est-ce que l'on peut faire demain, concrètement, pour s'entraîner? Quels petits pas peut-on faire?